3 pas en avant, un coup d'œil dans le rétro et une pincée de science-fiction. Vous êtes bien dans Détour vers le futur, le podcast du Quai des Savoirs. Nous vous proposons aujourd'hui une petite immersion dans l'envers du décor de ce podcast. Parce que s'il est facile de parler de l'histoire des sciences, de l'actualité de la recherche, proposer de se projeter dans le futur est une toute autre affaire. Alors c'est un exercice de pensée complexe auquel nous ne sommes pas forcément habitués et il est souvent plus simple pour nos cerveaux de se laisser porter par les imaginaires sombres des scénaristes d'Hollywood. Mais dans Détour vers le futur, nous avons choisi une alternative, celle de parler de prospective et de travailler en direct avec une autrice de science-fiction pour créer nos chroniques du futur. Nous sommes heureux de vous présenter Likam, écrivaine, autrice de science-fiction et invitée de ce podcast. C'est à elle que nous devons les petites histoires du futur que vous découvrez dans chaque épisode. Bonjour Likam. Bonjour Laurent, bonjour Marina. Bonjour Likam. Et pour parler futur et prospectif, je suis heureuse de vous présenter notre second invité. Il est professeur en sciences de l'éducation, agrégé de physique et spécialiste en didactique des transitions écologiques à l'Université de Toulouse. Bonjour Nicolas Hervé. Bonjour tout le monde. Pour me taquiner, Lina me désigne par les vocables « Mademoiselle, je sais tout ». Elle dit que je parle trop, mais s'offusque quand je refuse de répondre aux questions que j'estime ne pas être de son âge. Je sais tout, c'est vrai, comme mes ancêtres, les chatbots, et particulièrement l'un des plus connus, ChatGPT. Bien sûr, Lina n'a aucun souvenir de cette époque, elle n'était pas née. D'ailleurs, Lina n'a pas beaucoup de mémoire. Peut-être est-ce parce qu'elle n'a que 8 ans. Selon les spécifications humaines, ce n'est encore qu'une enfant. J'ai presque le même âge qu'elle. Enfin, disons plutôt que le flux conversationnel désigné aujourd'hui par les vocables « Mademoiselle, je sais tout » a été ouvert il y a 7 ans, 6 mois et 23 jours. Alors, vous venez d'entendre un extrait de Mademoiselle je sais tout, une des premières histoires écrites par Likam pour ce podcast, avec une superbe mise en son du regretté François Donato. Alors pour les auditrices et les auditeurs qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez retrouver tous les épisodes, dont celui-ci, qui était ChatGPT est-il plus malin que nous, sur toutes les plateformes de podcast ou sur le site web du Quai des Savoirs, comme tous les épisodes d'ailleurs auxquels nous allons faire référence dans cette émission. Likam, comment vous est-elle venue cette idée de Mademoiselle je sais tout, et comment vous travaillez de manière générale, et puis même comment on écrit de la science-fiction en fait? Vaste sujet. L'histoire en particulier, en fait, comme tout le monde, j'étais assez fascinée par ChatGPT. J'avais étudié la question des chatbots avec un labo de Marseille il y a quelques années, il y a même, ça devait être en 2018, c'était les tout débuts des chatbots en France en fait. Et je trouve ça très intéressant et à la fois ça me pose beaucoup de questions sur notre évolution aux côtés des agents conversationnels. C'est pas tellement eux qui m'intéressent, c'est plus nous, comment on va interagir avec eux, quel effet ça aura sur notre vie, notre façon d'apprendre, notre façon de penser. Voilà, ça pose énormément de questions et dans ce petit texte, effectivement, Lina a des problèmes de mémoire. Elle compte un peu trop sur son agent conversationnel, Mademoiselle je sais tout, pour se souvenir de ce dont elle a besoin de se souvenir. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est notre relation à Waze. Notre relation au GPS, oui. Qui fait qu'on ne sait plus où on va sans quelqu'un qui pour nous dire où aller, quoi. Donc voilà, c'était vraiment cette idée-là à la base. C'est une idée de base que j'ai décalée un peu. Alors, ce que vous nous disiez, c'est que vous avez une inspiration scientifique avec un certain nombre de laboratoires, mais en fait, vous êtes aussi vraiment force de proposition avec les préparations de ces podcasts, de chaque numéro, puisque vous participez aux comités éditoriaux qu'on a en amont et aux discussions avec les scientifiques. Est-ce que du coup, c'est des nouvelles portes, des nouvelles idées, des nouveaux sujets, ou est-ce que c'est déjà des petites graines qui existent des laboratoires précédents ? Alors j'écoute beaucoup dans ces réunions qui sont faites avec les scientifiques. J'écoute beaucoup. J'ai 1 ou 2 questions à poser en général. On va dire que pour la plupart, c'est des sujets que je connais déjà. Il y a eu quelques sujets qui m'ont surprise parce que je ne les connaissais pas et du coup j'étais émerveillée de me dire j'apprends des choses. Mais c'est plus facile pour moi d'écrire quand je ne connais pas.
Et c'est beaucoup plus compliqué d'écrire une petite pastille sonore quand je connais bien le sujet, parce que je ne sais pas par où le prendre en fait. Alors que quand je ne connais pas, il y a toujours quelque chose qui m'a particulièrement émerveillée. Et là, tout de suite, j'ai le fil à tirer. Est-ce qu'on peut dire que écrire ces petites pastilles de science-fiction, c'est comme faire un peu de la prospective? C'est quoi pour vous la différence entre la science-fiction et puis de la prospective? Est-ce que pour vous diriez que la SF, c'est de la prospective? Alors, pas tout à fait, parce que... Et après, question à Nicolas. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est nos réactions humaines, c'est nos émotions, c'est comment ça va impacter nos vies. Bien sûr que j'ai, on va dire, des éléments de prospective, surtout quand j'écris un roman, en fait, parce qu'il me faut élaborer un univers qui soit cohérent et un univers d'anticipation. Donc, ce côté-là, c'est de la prospective, un peu. Mais par contre, écrire un roman, c'est prendre des personnages et les faire vivre dans cet univers. Et là, par contre, c'est des émotions, c'est des relations humaines, c'est du vécu, enfin, c'est complètement autre chose. Et pour vous, Nicolas Hervé, alors qui est spécialiste justement de prospective, puisque c'est un outil même pédagogique que vous utilisez, quelle place prend la science-fiction dans la prospective? Et puis même, question plus générale, peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est que la prospective? Alors la prospective, oui, c'est peut-être bien de définir un petit peu ce que c'est, parce que beaucoup de gens se font peut-être des idées, ou même certains ne connaissent pas le mot en fait. La prospective, c'est un ensemble de concepts et de méthodes qui visent à construire des visions ou des images du futur. Mais ça suffit pas en fait de construire des images du futur pour faire de la prospective. En fait, ça doit être accompagné d'un discours sur la méthode, c'est-à-dire où on explique comment on s'y est pris en fait pour construire ces visions du futur. Et puis ça suffit pas non plus d'avoir un discours sur la méthode, sur les visions du futur que l'on crée. Il faut aussi pouvoir les mettre en débat, parce que le but de la prospective finalement, c'est surtout de faire frotter les visions du futur de manière à éventuellement pouvoir prendre des décisions qui concernent l'avenir. Donc la prospective, quand je dis c'est un ensemble de méthodes et de concepts et de méthodes, faut mettre des S partout là en fait. C'est-à-dire que c'est des démarches qui sont souvent assez bricolées, en fait. Généralement, une démarche de prospective, c'est entre 7, 8, 10 outils ou méthodes qui sont imbriquées les unes dans les autres et dans lesquelles on peut effectivement avoir l'utilisation, le recours à la science-fiction. La science-fiction, quand même, elle a une histoire assez mêlée, en fait. Alors moi, je prône la différence, en fait, entre les deux, parce qu'on parle quand même d'un courant de littérature pour la science-fiction. On parle quand même de méthodes dont on ne sait pas trop si ce sont des méthodes scientifiques ou des méthodes expertes pour la prospective. Donc il n'y a pas un couronnement, mais il y a une histoire commune, en fait. Le mot anglais, en fait, le mot le plus utilisé chez nos collègues anglo-saxons pour parler de prospective, c'est foresight. Le mot foresight a été forgé par H.G. Wells, donc un des pionniers de la science-fiction. Auteur de La Guerre des Mondes. Voilà, Arthur C. Clarke, auteur de 2001 Odyssée de l'espace, a aussi écrit un manuel de prospective dans les années 60. Donc il y a bien quand même un cousinage. Histoire un peu mêlée. Une histoire mêlée. Lican, du coup, vous voulez compléter? Oui, et en anglais, on parle aussi de speculative fiction. Speculative fiction pour parler de l'anticipation en fait. Donc il y a l'aspect quand même un peu pas tout à fait scientifique mais presque quand même. Marina, tu voulais intervenir. Oui, c'était pour rebondir sur l'intervention de Nicolas, parce qu'effectivement, c'est une méthode, c'est des outils, et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous utilisez aussi avec des étudiants, parce que, comme je le disais en introduction, c'est pas forcément des choses qu'on est habitué à faire. Alors, on peut être habitué à lire de la science-fiction, mais par contre, faire cet exercice de pensée, c'est autre chose. Et est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce que vous faites avec ces étudiants ingénieurs ? Alors, moi, je participe j'accompagne en fait plutôt l'équipe pédagogique qui a mis en place ce cours. Donc, c'est Nathalie Negrel qui est enseignante en fait de communication à l'INSA de Toulouse, qui est l'initiatrice de ce cours. Sachant que l'INSA en fait a une vieille histoire aussi avec la prospective, parce que Gaston Berger, le père de la prospective en France, est aussi l'initiateur, on va dire, de la première INSA, qui est l'INSA de Lyon dans les années 60. Donc, il y a une histoire entre la prospective et la formation ingénieur dans les INSA. Ouais, l'INSA, c'est l'Institut National des Sciences Appliquées. Tout à fait. Voilà.
Et donc c'est un cours de 40 heures pour 450 étudiants, une équipe pédagogique qui est de 19 enseignants. Donc on est sur un gros cours obligatoire en fait, en 4e année du cursus ingénieur sur 5 ans, donc plutôt à la fin du cursus de formation. Et c'est l'objectif en fait, c'est de leur donner une culture scientifique et technique qui aille au-delà de la maîtrise de la physique, de la chimie ou de l'informatique, bref, de leur spécialité technique. C'est plutôt aussi avoir un regard peut-être critique sur le développement technologique. Et comme je faisais référence tout à l'heure à Foresight, à H.G. Wells, quand il définit en fait le mot Foresight, dans les années 30, il a le souhait en fait d'avoir des professionnels qui seraient capables de pouvoir envisager les conséquences du développement technologique et des innovations techniques en général, dans les années 30. Et donc, ce cours de prospective, prospective et imaginaire, en fait, il vise justement à doter les élèves ingénieurs de cette capacité critique sur leur futur rôle dans la société, et puis peut-être d'avoir des bases aussi de réflexion plus générale sur le futur auquel ils vont participer. Oui, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler des expériences de pensée. En fait, c'est-à-dire que ça consiste pas tant à inventer des techniques du futur que de réfléchir aux conséquences que ces techniques pourraient avoir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez passionnant. Ça mobilise pas simplement les savoirs scientifiques, finalement, la science-fiction, mais ça touche aussi nos émotions, nos affects. Comme dans cet extrait d'ailleurs du podcast Mon médecin est une IA sur la médecine du futur, où je faisais réagir Marie-Ève Rouget-Bugat, qui est médecin et chercheuse à l'université de Toulouse. Bonjour, chers collègues, comment allez-vous ? Ça va, merci. Quel est le programme pour aujourd'hui ? Nous avons 10 rendez-vous, dont 3 en téléconsultation. On a prévu 2 heures en fin de journée pour vous faire une synthèse des dernières publications en oncologie. Nous avons terminé l'analyse de l'hyperscan de Madame Saint-Jory. Alors ? Nous avons détecté une tumeur cancéreuse. Quel est le pronostic ? En combinant plusieurs traitements, nous atteignons une probabilité de guérison de 87,53%. Bon, c'est bien. Quel est le choix de Madame Saint-Géry pour l'annonce ? Son dossier stipule qu'en cas de cancer, elle souhaite que l'annonce lui soit faite par son IA personnel, en qui elle a toute confiance. Ah, je comprends. Je note une pointe de déception dans votre voix. Décidément, on ne peut rien te cacher. Je pensais que Madame Saint-Géry préférerait un relationnel d'humain à humain. Alors, préférez laisser à son chatbot le soin de vous annoncer un cancer. Marie-Ève, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que médecin pour le futur ? Ça me fait mal. J'avais du mal à imaginer ça. Je disais, souvent quand on parle de ces questions-là, on se dit toujours que l'annonce, c'est le moment qu'on n'aura pas digitalisé, le moment qu'on n'enlèvera pas dans le relationnel entre patients et médecins. C'est le moment sur lequel on a le plus avancé ces dernières années, notamment sur la pathologie cancéreuse, avec la mise en place de dispositifs d'annonce très procédurés justement à la demande des patients. Donc moi j'ai du mal à envisager ça. J'ai l'impression d'un retour en arrière. Quand il y a quelques années, quand même quelques dizaines d'années, il pouvait y avoir des annonces qui soient faites presque au téléphone ou voilà. Alors Nicolas Hervé, quelle est la part des émotions dans les méthodes de prospective ? Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est forcément au cœur, mais mine de rien, sur toute cette question de l'acceptabilité, sur la question de comment on va prendre ça dans notre quotidien, comment est-ce qu'on fait pour intégrer cette dimension-là dans les réflexions qu'on propose ? La première vision qu'on a de la prospective, c'est souvent une prospective experte, en fait. Souvent aussi à base de simulateurs informatiques. Mais ça, c'est qu'une méthode, c'est une famille de méthodes assez restreinte qui est intéressante, c'est pas, je remets pas en question l'intérêt de ça. Mais d'où la nécessité de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on combine en fait 6-7 démarches de manière à peut-être avoir un autre regard sur cette méthode-là. Et les méthodes expertes, elles sont contrebalancées aussi avec d'autres méthodes qui sont des méthodes participatives, c'est-à-dire comment faire participer tout un chacun à la réflexion. Et puis les méthodes qui sont basées sur une objectivation scientifique, elles sont aussi contrebalancées par des méthodes qui visent plutôt la créativité en fait. Et donc dans une démarche prospective, il y a cet intérêt de forcer, ou en tout cas de travailler à une complémentarité entre différents types de discours qui vont nous apporter des choses différentes. Et il y a une étude en 2015 qui a montré sur le cas du nucléaire et des nanotechnologies que quand on regardait quand on fait une revue de littérature uniquement sur le côté prospective, on va dire la classique modélisatrice, il y a tout un tas de domaines en fait qui passent à la trappe.
Par contre, que l'on peut récupérer si on élargit en fait notre corpus pour appréhender ces questions-là, en intégrant en fait notamment des textes de science-fiction. Et ces dimensions sont les dimensions politiques, les dimensions sociales et les dimensions éthiques. Donc on a ces dimensions-là que la SF permet de nous attraper, et puis la créativité, forcément, elle nous permet de travailler les systèmes de valeurs, les émotions, qui sont fondamentales si on veut construire des visions du futur, et après les faire frotter les unes aux autres. Et cette fameuse mise en débat dont on parlait juste avant. Alors pour revenir à la SF, on a l'impression que l'émotion dominante, c'est la peur en fait, l'angoisse du futur, d'un futur d'après l'apocalypse où tout se serait effondré. On pense bien sûr à des films comme Mad Max, à la série des 28 plus tard, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, 28 mois plus tard, et vient de sortir 28 ans plus tard, ou encore à des classiques du cinéma SF comme Soleil Vert, qui est pas très heureux, ou encore même La planète des singes, où finalement l'humanité a quasi disparu. Alors le futur tel qu'il est décrit dans ces œuvres n'est pas très réjouissant. Est-ce que c'est ça le rôle de la SF, Likam, faire peur au public? Pour moi, pas vraiment. La SF, elle pose des questions. Après, il y a des réponses qui font peur. Mais par exemple, si on prend l'extrait qu'on vient d'entendre, je me suis inspirée du film Her, dans lequel un homme tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Et je me suis dit que cet homme, il préférerait que ce soit elle qui lui annonce s'il avait un cancer, parce que c'est la personne la plus proche de lui, en fait. Personne, entre guillemets. Dire si c'est positif ou négatif, oui, d'un certain point de vue, c'est négatif, parce que ça veut dire qu'on aura moins de relations d'humain à humain, et que finalement, l'humain à l'humain, c'est ce qui a le plus de valeur aujourd'hui. On ne sait pas comment ça va évoluer avec les IA. Moi, j'essaye d'écrire une science-fiction positive, entre guillemets, mais il y a des fois, j'y arrive pas. C'est pas forcément évident. Parce que c'est beaucoup plus difficile d'écrire de l'utopie et de la science-fiction positive que de la science-fiction négative, tout simplement parce qu'on a tous un biais, en fait. L'anticipation, c'est anticiper les dangers. Et donc, dans la science-fiction, effectivement, moi, la première, ce que je vois quand j'y réfléchis, ce que j'anticipe, ce que je vois, c'est plus les dangers. Et pour aller regarder ce qu'il y a de positif, souvent, je suis obligée d'aller à l'encontre de mes premières intuitions. Du coup, il y a une question qui nous vient, parce qu'on parle souvent, alors on parle de nanotechnologie, on parle de data, on parle de chatbot, d'IA, etc. Quel est votre rapport, vous, à la technologie et à la science? Parce qu'on sent bien que vous n'êtes pas clairement technosolutionniste, mais que vous n'avez pas une vision radicale non plus dessus. C'est quoi votre ressenti là-dessus? J'ai évolué. C'est-à-dire D'où vers où? Donc, si je vois où j'étais dans les années 2000, j'étais clairement technosolutionniste. Vraiment, parce que je suis une fan de science, vraiment la science pour moi, elle est réglée, si ce n'est tous nos problèmes, au moins une grande partie. Et avec le réchauffement climatique, tout ce qui s'est passé dernièrement, ces 10 dernières années, j'ai un peu, alors j'ai pas renoncé à la science, ne vous inquiétez pas. Évoluer dans ma façon d'aborder les choses. Je pense qu'il est important maintenant que la science-fiction pose des questions par rapport à la technologie et aux sciences, et que c'est pas tellement les réponses qui sont importantes, c'est les questions. Et également, ce qui est important par rapport à la science-fiction, c'est d'essayer d'humaniser énormément les recherches actuelles. C'est très difficile maintenant pour un auteur. Je m'en rends compte à chaque fois qu'on fait nos réunions quand les scientifiques présentent leurs projets. Je me rends compte que bien souvent, ce que je propose en première intention, ça existe déjà ou c'est des recherches en cours, en fait. On peut témoigner, c'est vrai. Et donc, je me dis que le présent et la réalité dépassent de loin la science-fiction de plus en plus. Et ça devient très, très difficile d'écrire de la science-fiction. Donc, vraiment, pour moi, l'apport maintenant de la science-fiction, c'est le côté humain, c'est-à-dire replacer l'humain au milieu
avec la technologie et son regard sur les sciences. Mmh. Alors si on parle maintenant du rôle de la fiction dans la pédagogie ou dans la médiation scientifique, on s'interroge comment la fiction peut accompagner ou même favoriser le partage des savoirs. Je vous propose d'écouter la réaction de 2 physiciens à la suite de la diffusion d'une histoire sur des t-shirts communiquant dans le futur. C'était dans l'épisode sur les nanotechnologies. Vous allez entendre successivement Gonzague Agez puis Julien Bobroff. Ouais, il y a plein de mots-clés qui sont presque des métaphores de ce qu'on fait. Donc, je trouve superbe travail. Les textiles se parlent dans l'extrait. Oui. Donc, on est vraiment, ça, c'est vraiment la métaphore de l'information, hein. J'en parlais tout à l'heure. L'idée, c'est de transporter de l'information par la lumière. Je veux juste compléter. Donc déjà, c'est pratique parce que Gonzague est en train de vous dire que dans quelques années, il a le t-shirt pour vous. Génial. Peut-être rebondir. À un moment donné, l'héroïne dit cette phrase que je trouve très belle. Elle dit « La beauté se suffit à elle-même. J'ai pas forcément besoin de comprendre comment il marche, mon t-shirt. » C'est peut-être là, je trouve, la définition même de la science et de la physique. C'est que nous, on a besoin de comprendre. C'est que Gonzague et moi, ce qui nous anime, ce qui nous motive, c'est de comprendre. Et un point clé pour moi, c'est que ça n'enlève rien à la beauté du phénomène. Les gens, parfois, que quand on comprend, on rend ça cartésien, on rend ça triste, on rend ça dur, il y a des tas d'équations. Moi, je trouve que ça rajoute de la beauté à la beauté. De comprendre comment ça fonctionne, de comprendre la physique quantique qui va se cacher derrière le t-shirt, ou les métamatériaux, ou l'interaction lumière-matière, ça le rend encore plus beau. Alors, c'est intéressant, cette remarque de Julien Bobroff à propos de la différence entre la place ou la vision de l'artiste et celle du scientifique sur la question du beau. L'ICAM, est-ce que pour vous, la science-fiction peut faire œuvre de pédagogie ? On raconte partout qu'un film comme Jurassic Park, par exemple, avait eu beaucoup plus d'effet sur la compréhension de la génétique et de l'ADN pour le grand public à une époque, en tout cas plus qu'un certain nombre de cours de SVT de l'époque. Pour répondre à la question, je vais revenir à comment je travaille et comment finalement, pas tous, mais beaucoup d'auteurs de science-fiction travaillent. La plupart du travail, c'est en fait de faire de la recherche entre guillemets, c'est se tenir informé de ce qui se passe au niveau scientifique, de ce qui se passe au niveau technologique. Et ensuite de choisir un peu ce qui nous interpelle le plus et d'écrire dessus. Donc il y a un aspect de toute façon pédagogique, puisque c'est comme on se nourrit de quelque chose et après on donne à lire ou à voir une vision sur les sujets qu'on a étudiés. Et j'aime bien parler de grain à moudre en fait dans l'extrait que vous avez diffusé. Effectivement, pour moi, comprendre les choses, c'est pas enlever la magie, c'est en rajouter. Et j'aime l'idée que, comme moi, j'ai été transportée quand j'étais beaucoup plus jeune pour la science-fiction qui m'a ouvert des horizons inexplorés. J'aime l'idée que je puisse le faire pour les autres. Et il y a un aspect, si ce n'est pédagogique, parce que c'est peut-être ce serait peut-être un peu prétentieux, parce que on cherche avant tout à divertir, mais de nouveaux horizons, faire rêver avec les sciences, ça me motive. C'est une de mes motivations principales. Et pour vous, Nicolas Hervé, je rappelle que vous êtes chercheur en sciences de l'éducation, donc même question, est-ce qu'on peut apprendre les sciences en lisant de la science-fiction ? Oui, alors la question est complexe parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire apprendre des sciences ? Est-ce que c'est comprendre peut-être des phénomènes naturels ou techniques ? Parce qu'apprendre des sciences, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire apprendre des concepts, des lois scientifiques. Ça veut dire apprendre des méthodes, des pratiques scientifiques. Peut-être que si c'est apprendre les sciences, c'est aussi apprendre la manière dont les sciences fonctionnent. Les communautés scientifiques, etc. Et puis peut-être que apprendre les sciences, c'est aussi participer au débat public autour du développement scientifique et technique. Donc apprendre des sciences, c'est tout ça. Alors je vais pas décomposer chaque chose, mais je pense que la fiction, elle a son rôle à jouer un peu dans tout ça finalement. On voit à l'heure actuelle l'engouement autour des manières particulières justement de peut-être en médiation de travailler le discours scientifique, les bandes dessinées, gros succès de librairie, gros succès esthétique, gros succès de narratologie. Nous dans mon laboratoire donc en sciences de l'éducation à Toulouse, on a des collègues qui travaillent avec les scientifiques et les dessinateurs en fait à construire un discours explicatif qui soit peut-être à la fois le plus scientifiquement robuste et puis le plus facile
facilement appréhendable en fait par un public de non-initiés. Et la fiction, je la vois aussi dans des formes d'écriture particulières. Je pense notamment au livre Nos Futurs, édité chez ActuSF, et qui a fait des petits en fait dans son mode de fonctionnement. Amazonie spatiale aussi, cette idée de faire travailler en binôme des scientifiques et puis des auteurs, autrices de science-fiction. Là aussi, on a quelque chose de très intéressant, comme si quelque part aussi on avait besoin d'hybrider de plus en plus les discours, non pas pour les démultiplier, mais vraiment pour compléter les points manquants, le discours aride, peut-être des courbes du GIEC, là, ces horribles courbes, en fait, on les voit augmenter, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Là, on sent bien peut-être l'intérêt de la fiction pour incarner, incorporer, nous faire sentir, en fait, dans des contextes très précis, peut-être des trajectoires de vie, des histoires, en fait, c'est comment tout ça s'incarne. De la mise en récit, en quelque sorte ? Oui, c'est cette idée de la mise en récit, construire une histoire, parce qu'en fait, le récit, ce qui le distingue un peu plus, alors, les scientifiques font des récits aussi, mais leur manière particulière de faire des récits, voilà. Ce qui distingue peut-être le récit, et peut-être pour le dire, je vais finir sur la pédagogie, parce qu'on parle de comment la communication peut-être descend, entre guillemets, des scientifiques jusqu'au grand public, mais on a aussi comment les formats d'écriture, y compris dans des cours de sciences, peuvent permettre aux élèves, aux étudiants, justement, d'approfondir leur connaissance, d'aller plus loin dans leur questionnement, dans la complexité, en fait, des questions en jeu. Et cette mise en récit, elle est intéressante. Pourquoi elle est intéressante dans le fait d'écrire ou de faire écrire ? Parce que elle travaille en fait la mise en relation entre la personne qui écrit et puis peut-être l'objet de ce qui est écrit, et finalement ce qui est travaillé, c'est pas forcément l'objet en lui-même qui fait l'objet d'un récit, mais bien la relation de la personne qui écrit. Et donc on est sur un point de vue relationnel. Et je pense que le récit en fait permet de travailler ces questions-là. Alors là, on vient de parler de la question de l'ASF dans l'apprentissage, mais on a aussi cette question de l'ASF comme inspiration des scientifiques eux-mêmes. Alors c'était dans un épisode qu'on avait fait sur la question de l'IA et de la science-fiction, et on avait sur le plateau Ariel Kirou, journaliste, essayiste, spécialisé dans la science-fiction et son rapport au réel. Écoutez ce qu'il dit de l'influence des fictions dans la réalité. J'adore l'ICAM. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Ce petit bijou là que je viens d'entendre, et tout comme ces romans, nous montrent de manière extraordinaire, en fait, de quelle façon la science-fiction peut... alors, elle ne fera jamais rien tout seul, bien évidemment. Mais lorsque vous lisez un texte, lorsque vous voyez un film, parfois ça disparaît, mais vous avez en vous une sorte d'océan, de mémoire, de choses, de vécu. Et puis, il y a des petits îlots qui sont sous l'eau, parce qu'ils ont disparu, puis ils ressortent parfois en fonction d'événements de votre vie. Et puis, soudainement, vous allez penser à tel événement, à telle nouvelle. Autant, je pense que les fictions ne font rien toutes seules, autant je pense qu'elles ont aussi parfois un côté plus ou moins performatif, mais associé à des tas d'autres éléments de mémoire, des histoires, des connaissances, des enquêtes. C'est tout ça qui fait qu'on va potentiellement changer, évoluer, être éveillé, changer de point de vue. Alors les fictions ne font rien toutes seules, nous dit Ariel Kirou. Elles participent d'un imaginaire collectif, peut-être pourrait-on dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas ? Finalement, est-ce qu'on peut dire que les fictions alimentent de façon indirecte toute démarche de prospective ? Oui, mais peut-être encore plus la science, en fait. La science plus que la fiction. Ouais, disons que je réfléchissais en écoutant à Ariel Kirou. Moi, ça me fait penser à la dernière fois que j'étais à la Cité de l'Espace, donc Toulouse. Il y a une frise en fait qui raconte un peu l'histoire de l'aérospatiale, et dans cette frise en fait on a Hermann Oberth, qui est un des pères de l'aérospatiale, qui dit que sa trajectoire scientifique il l'a construite dans les livres de Jules Verne en fait. Donc on a des trajectoires, des envies en fait de faire de la science qui naissent de la science-fiction, et puis il y a ce qu'on appelle les promesses aussi qui sont vendues par la science-fiction pour financer certains programmes scientifiques. Ça a été assez bien montré, notamment pour le spatial. La NASA, l'agence européenne qui a participé via la construction collective d'un imaginaire à rendre désirable en fait cette exploration spatiale. Et on a le même phénomène pour les nanotechnologies aussi, ça a été bien montré que l'univers de science-fiction quelque part a été mobilisé pour construire un appétit à la fois chez les scientifiques et puis dans l'espace public pour rendre acceptable peut-être des financements sur des programmes scientifiques.
L'ICAM, ce rapport entre la science-fiction et les carrières scientifiques ou le désir de science et le récit de science, c'est quelque chose aussi que vous avez travaillé. Vous nous disiez, il y a 20 ans, j'étais passionné par les sciences et j'étais plutôt technosolutionniste. Aujourd'hui, je mets ça un petit peu à distance et je suis un peu dans plutôt une approche à la fois critique et peut-être politique, ce qu'on pourrait dire par rapport à la science-fiction aujourd'hui. Est-ce que vous avez conscience de cette idée que la SF peut inspirer des jeunes générations aujourd'hui de scientifiques ? Oui, j'en ai conscience et je trouve que c'est bien, surtout si on réussit à injecter. Alors, j'ai employé un peu un mot qui fait un peu toujours un peu transpirer, un peu d'éthique. Si ça peut, c'est très prétentieux d'imaginer faire ça, mais si la science-fiction peut introduire un tout petit peu d'éthique dans ce rêve, moi c'est ce qui m'intéresse maintenant, parce que alors je suis pas devenue non plus complètement technocritique. C'est une position qui demande énormément de réflexion et de pensée contre soi-même très souvent. Mais mon premier réflexe reste l'émerveillement et l'envie de tout savoir, et l'envie d'essayer et l'envie de faire. Mais maintenant, quand je vois que certaines technologies n'ont pas que du bon sur l'impact de la société, je réfléchis davantage et je pense que ma science-fiction a changé. Je suis quand même située maintenant dans une réflexion par rapport à ce que peut amener la technologie, notamment les IA, à la société et à l'individu. Alors le recours aux fictions, il n'est pas sans risque non plus. C'est ce que pointait Mathieu Serrurier, chercheur en IA. Justement, on en parle dans le même épisode sur l'intelligence artificielle et ses rapports avec la science-fiction. Il y a un risque avec la science-fiction, qui est la façon dont les gens vont l'utiliser, notamment les gens de la tech, pour détourner un petit peu l'attention. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, hein. Elon Musk qui va parler de singularité, de choses comme ça. C'est à la fois fascinant, et en même temps, ça peut éventuellement détourner l'attention, parce que voilà, on a envie d'avoir ce genre de discours-là. Ça peut détourner l'attention de problèmes qui sont des problèmes, pour le coup, bien contemporains et qui sont déjà là. En fait, c'est même pas des problèmes à anticiper, c'est des problèmes qui sont déjà là. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est rigolo, c'est-à-dire que normalement aussi, la science-fiction, c'est un peu censé donner des garde-fous. Enfin, il y a une idée de garde-fou. Alerter. Et là, ça c'est pris comme un mode d'emploi. Donc, pour moi, il y a une part de com aussi là, autour de la science-fiction, qui est finalement un moyen de la détourner pour essayer de détourner le regard vers les choses qui se passent. Alors l'idée évoquée par Mathieu Serrurier, qui je le précise est quand même un grand lecteur de science-fiction, c'est que la science-fiction pourrait être prise pour détourner le regard des problèmes réels. Et il évoque un autre souci qui pourrait être que, là aussi, la science-fiction pourrait être prise au premier degré et pourrait être presque considérée comme une feuille de route pour les projets de recherche et pour les scientifiques. Nicolas Hervé, est-ce que vous êtes d'accord avec ces risques et ces limites qu'évoque Mathieu Serrurier dans ce podcast ? Oui, tout à fait. Il y a une dimension politique aussi dans tout ça. Construire des imaginaires politiques ou scientifiques, ça participe aussi à la construction d'une idée que c'est possible ou que c'est désirable. Donc il y a bien, je pense, la tentation de trouver des moyens en fait pour construire ces représentations sociales autour de ces objets-là. D'ailleurs, ça me fait penser à une réflexion de Neil Gaiman, donc un auteur, scénariste, science-fiction et comics, fantasy, etc. Qui s'étonnait en fait lors d'une convention, là, je crois que c'était la première convention de science-fiction en Chine, de pourquoi en fait il croisait autant de représentants de l'État chinois du PCC. Donc il a posé la question et la question elle est toute simple en fait. Enfin la réponse était toute simple, c'était oui mais on va dans la Silicon Valley, on voit qu'on a que des mordus de SF. Nous si on veut construire des scientifiques en fait qui soient qui désirent en fait changer le monde par la techno, on va développer en fait cette manière en fait de construire des imaginaires. Donc oui, il y a un risque politique, je pense, autour de la science-fiction aussi. Alors, mais la contreposée de ça, c'est-à-dire développons des imaginaires qui vont à l'encontre de ça. Et d'où l'importance, je pense, des courants de science-fiction qui cassent un peu les stéréotypes, on va dire, issus de la SF américaine,
Chose qu'on retrouve chez nos étudiants. Nos étudiants sont très formatés autour des imaginaires, soit de la collapsologie, soit du technosolutionniste, parce que c'est l'imaginaire hollywoodien, etc. Donc travaillons aussi à des univers féministes, écologistes, qui justement nous permettent de penser des alternatives et à construire des imaginaires qui pensent un ordre différent en fait de celui dans lequel on vit. Justement, l'ICAM, c'est un peu là-dessus justement que vous travaillez. Je pense notamment à différentes thématiques que vous abordez, comme la neurodiversité. C'est assez rare de voir des romans de science-fiction qui parlent de ces thématiques justement qui sont autres que celles des grands blockbusters nord-américains. Alors, avant de répondre à ces questions, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Nicolas. J'ai pensé à Kim Stanley Robinson, qui doit être l'une des inspirations de Elon Musk, qui a écrit Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue, qui récemment a dit que peut-être qu'il ne réécrirait pas ses ouvrages maintenant tels quels. Ouais. Parce qu'il a lui aussi fait son chemin et il a écrit Le ministère du futur, inscrit dans une réflexion écologique sur comment sauver la Terre et pas comment terraformer Mars. Il a changé. Il a radicalement changé, oui, absolument. Comme beaucoup d'autrices et d'auteurs de science-fiction. Alors pour moi, la neurodiversité, c'est vraiment ce que je trouve intéressant aussi dans la littérature, et notamment la littérature de science-fiction, c'est de pouvoir faire parler des gens qui n'ont pas de voix, ou de pouvoir faire expérimenter des façons de penser qui sont autres. Alors, on peut effectivement passer par l'intelligence artificielle, par les extraterrestres, mais moi, j'aime bien passer par des personnages qui sont neurodivergents, parce que ça apporte un autre point de vue sur la vie, sur notre société, et souvent, des gens qui sont en marge ont une vision plus vaste, plus ample que les gens qui sont dans la société, au milieu du système. On voit les choses différemment quand on est un peu sur le côté. Et c'est vraiment ce que moi j'essaye de faire dans ma science-fiction, faire parler des gens qui ont des troubles autistiques, ou des gens qui sont dépressifs, ou même des gens qui souffrent de psychose, même si c'est pas toujours évident de se mettre dans la tête de gens qui pensent différemment, parce que ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup de recherche. C'est aussi ce qui m'intéresse maintenant, explorer l'humain. Ouais, en conclusion, on pourrait dire que la science-fiction aujourd'hui, une des grandes tendances, c'est de se recentrer sur la Terre, sur les humains, et d'explorer, que ce soit le fond des océans, les neurodivergents, et d'arrêter de partir à la conquête de l'espace pour mieux se concentrer sur notre univers fini. Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, l'ICAM et Nicolas Hervé. Et pour poursuivre sur le sujet, ne manquez pas le tout dernier roman de l'ICAM, Visite, paru chez La Volte. Et pour approfondir votre culture de la prospective, nous vous conseillons l'ouvrage de Nicolas Hervé, Penser le futur, un enjeu d'éducation pour faire face à l'anthropocène, publié aux éditions Le Bord de l'eau. Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs, présenté par Laurent Chicoineau et Marina Léonard. À la réalisation, Arnaud Maisonneuve, et à la prise de son aujourd'hui, Laurent Codoul. Et on ne pouvait pas se quitter sans vous proposer d'écouter Bonne Pensée, l'une de nos fictions coup de cœur de l'ICAM pour Détour vers le futur, et nous vous donnons rendez-vous début septembre pour la saison 6 de ce podcast. D'ici là, bel été à toutes et tous. Ciao. Bienvenue à l'Institut Régule Implant, votre centre de maintenance à distance des appareillages cérébraux. Vous nous contactez pour 1. Une optimisation. 2. Un problème technique. Veuillez penser aux chiffres correspondant à votre requête. 2. Un problème technique. Merci pour votre réponse. Le test consiste à associer des mots par paire. Valise, plaid, arbre, tabouret, racine, chaleur. Veuillez penser à vos associations. Valise avec racine. Arbre avec tabouret. Plaid avec chaleur. Veuillez maintenant désactiver vos implants et autres neuroprothèses. Voici une autre série de mots à associer par paire. Étagère, coupelle, lampe, tasse, fruits, clarté. Concentrez-vous et veuillez penser à vos associations. Étagère avec coupelle.
pas paniquer. Tasse avec clarté. Ça ne va pas. Fruit avec lampe. J'ai encore tout raté. Nous traitons vos réponses. Nous avons effectivement détecté une défaillance. Veuillez réactiver vos implants et autres neuroprothèses. Nous allons procéder à leur recalibrage à distance. Cela prendra quelques secondes. Pour ce faire, nous devons court-circuiter vos processus cérébraux pendant l'opération. Vous serez dans l'incapacité de penser, ce qui peut engendrer un petit inconfort. Opération terminée. Nous allons maintenant procéder à une nouvelle évaluation. Veuillez songer à plusieurs mots comme ils vous viennent, sans chercher à les associer de manière logique. Nous allons opérer à des ajustements durant le monitoring. Souci, travail, efficacité, non, collègue, non, crainte, calme, chambre, fenêtre, rideau, train, Les défaillances dues au stress ont été corrigées. Veuillez nous recontacter si le problème persiste. Vous pourriez avoir besoin de nouveaux ajustements. Nous vous remercions de votre confiance. Bonne pensée à vous. Texte Licam. Voix Corinne Mariotto. Sound design et réalisation François Donato.